Bonsoir, bienvenue. Merci d'être au rendez-vous des grandes questions, votre magazine philo du jeudi soir. Ce soir, nous allons essayer de répondre à cette grande question: qui a le pouvoir aujourd'hui? Pour y répondre, le philosophe André Comte-Sponville, auteur de Ces choses tendres que la vie, aux éditions Albin Michel. Le journaliste, comédien, écrivain, l'homme à l'écharpe rouge, Christophe Barbier, auteur d'un gros dictionnaire amoureux du théâtre. Et puis enfin, le seul économiste optimiste de France, Robin Rivaton, auteur de La France est prête. Face à eux, nos trois agrégés de philosophie, Géraldine Mühlmann, Mazarine Pinjot et Eliette Abécassis. Pendant toute cette émission, vous pourrez discuter, nous critiquer, nous approuver aussi sur #LGQ pour les grandes questions. Alors on va commencer tout de suite, tiens, par vous, au hasard. André Comte-Sponville, qui détient le pouvoir aujourd'hui? Est-ce que c'est le président de la République, Dieu, nous-mêmes, le hasard? Qui? Dieu, certainement pas, du moins de mon point de vue. Ah oui, ça, mais ça comme vous le savez, le pouvoir, c'est réducteur. Il y a des pouvoirs. Il faudrait en parler au pluriel. Il y a un pouvoir politique, un pouvoir économique, et eux-mêmes, chacun d'entre eux étant multiple. Je pense qu'en France, d'un point de vue politique, le pouvoir principal appartient au président de la République et à sa majorité. Voilà, c'est un régime semi-présidentiel, semi-parlementaire, comme vous le savez. Donc aujourd'hui, c'est la majorité. Nous sommes sous le pouvoir du président. Mais Dieu, pas du tout. La transcendance... Écoutez, il faudrait que Dieu la existe nature pour qu'il puisse gouverner. Mais je dirais que même s'il existait, la laïcité interdit de lui confier le pouvoir. D'ailleurs, je crois que beaucoup de croyants en France en seraient d'accord. L'idée de laïcité, ça veut dire que Dieu n'est pas souverain. Si le peuple est souverain, il est exclu que Dieu le soit. Alors, même question à Christophe Barbier, il faut répondre. Vous avez une seconde. Moi, je pense que le pouvoir, c'est vous. Alors, pas vous, François-Olivier Gisbert, non. Vous comme individu. Lui, moi, monsieur, madame. C'est-à-dire qu'on est dans le temps de l'individu roi. Il faut faire attention à ce que ça ne tourne pas à l'égoïsme et à la loi de la jungle. Et donc, tout le projet politique, c'est de faire en sorte que chacun choisisse une sorte d'égoïsme raisonné ou d'altruisme intéressé. C'est-à-dire, je fais le bien pour autrui parce que c'est mon intérêt. C'est pour moi que je le fais, mais ça permet de faire le bien pour autrui. L'individu est aujourd'hui la source du pouvoir. Vous êtes à l'âge quand même où ça devient de moins en moins vrai, parce que Robin Rivaton, lui, c'est vrai. Alors, il rentre dans la vie, il est tout jeune. Non, mais il a des dents comme ça, non? Au moins, vous le verrez. Il est tentant aujourd'hui quand même de croire que le pouvoir appartient à soit que l'État l'a perdu, soit qu'elle appartient à des grandes entreprises, soit que la technologie s'impose en nous. Mais au final, tous ces mouvements, c'est parfois ces grandes transformations qui apparaissent, ces grandes transformations technologiques et économiques. À la fin, et moi je suis d'accord avec Christophe Barbier, la personne qui les guide, la personne qui les choisit, c'est l'individu. Et il faut bien se rendre compte que l'individu, ces 30 dernières années, il a vécu une véritable amélioration de son éducation. Il y a eu une grande montée en puissance de la qualité de l'éducation. Et donc aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus capables de faire des choix raisonnés, intelligents, et donc le pouvoir nous appartient à nous tous. Alors maintenant, on va s'intéresser à vous, d'abord, André Comte-Sponville. Dans ce livre, Ces choses tendres que la vie, c'est une autobiographie philosophique, on peut dire ça comme ça. Oui, c'est à la fois un livre de bilan et une autobiographie intellectuelle. Ouais. Alors disons que le titre est emprunté à Montaigne. Montaigne, dans les essais, écrit « Ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Autrement dit, tendre est à prendre ici comme synonyme de fragile. Ça ne veut pas dire que la vie ne serait faite que de tendresse. Ça veut dire que la vie est fragile, qu'elle est tendre au sens où on parle d'une pierre tendre, d'ailleurs, une pierre facile à briser. Pardonné pour tout, mon fils, notamment pour votre athéisme absolu, à cause de votre amour de Montaigne. Il y a de très belles pages sur Montaigne. On sent que c'est votre héros, en fait. Ça l'est devenu. Moi, j'ai commencé à philosopher plutôt chez Épicure, chez Spinoza, chez Marx. Chez Marx aussi, et Montaigne l'est devenu. Et d'ailleurs, cette phrase, ces choses tendres que la vie est aisée à troubler, m'a d'autant plus frappé qu'au fond, c'est le contraire de l'ataraxie épicurienne. Vous savez que quand Épicure... C'est quoi l'ataraxie, pardon? Ataraxia, en grec, ça signifie exactement absence de trouble. Et quand Épicure décrit l'état du sage, il le décrit comme ataraxia, comme absence de trouble. Eh bien, quand n'oubliez pas d'ailleurs qu'il a la maladie de la pierre, qui souffre 1000 morts, il est là, qu'est-ce que c'est beau la petite mouche qui vole là, Comme Montaigne, quand Montaigne écrit ces choses tendres que la vie est aisée à troubler, ça veut dire que cette ataraxie épicurienne, elle est hors d'atteinte. Nous n'y avons pas accès. Et donc, il faut penser une autre sagesse, ce que j'appelle une sagesse de second rang, une sagesse à la Montaigne, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages, au sens d'Épicure ou de Spinoza, qui n'envisagent même pas de le devenir,
mais qui ont la sagesse au moins de l'accepter. Alors vous êtes très sage, hein, dans ce livre, d'ailleurs vous dites... Non, je suis philosophe. Non, mais il y a un côté sage comme ça, très sympathique avec les copains contemporains. Vous êtes le seul philosophe visiblement contemporain qui s'entend bien avec les autres. Hein. C'est marrant d'ailleurs, j'ai lu ça, j'étais très surpris. Non, mais il est bien Régis Debray, il est bien Michel Onfray, il est bien... Oui, non, c'est vrai, c'est rare, hein, c'est rare. Et c'est vrai que Onfray est un ami, que j'ai beaucoup d'estime et de sympathie pour Régis Debray, que Luc Ferry est un ami, Alexandre Jolien est un ami, je vais pas en dire que des amis, vous devriez plaisir. vous présenter à la présidence. Alors moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'il y a un pouvoir intellectuel en France? Parce que ces gens-là, bon, ils sont très lus, est-ce qu'ils ont l'influence? C'est une question rituelle, on l'a entendu souvent, d'ailleurs, des Sartre, Camus, et, enfin tous ces soi-disant ou vrais grands personnages d'autrefois. Non, il n'y a pas de pouvoir intellectuel. D'ailleurs, il n'y en a jamais eu. Parce que même les très grands personnages comme Sartre et Camus, ou Aron, du fait même qu'ils s'opposaient, aucun des trois n'avait le pouvoir. Mais il y avait des personnages comme ça, très, très charismatiques, très influents. Il y en a peut-être moins aujourd'hui parce qu'il y a moins d'écoles, il y a moins de grands courants. Il n'y a pas l'équivalent de l'existentialisme ou du structuralisme. Il y a des individualités, alors plus ou moins talentueuses, mais qui n'exercent pas un pouvoir. En revanche, il y a parfois quelque chose qui ressemble à une prise de pouvoir médiatique. J'ai vu que Le Monde titrait sur « Est-ce que les polémistes vont remplacer les politiques ?» Alors, je pense à ça avec un peu d'inquiétude, parce que passer du statut de philosophe, il est question de Finkielkraut, Onfray, etc., passer du statut de philosophe au statut de polémiste, ça n'est pas vraiment une promotion. C'est de la polémique aussi, quand même, parce qu'ils ne le sont pas, ce sont des philosophes. Mais ça n'est pas un pouvoir, c'est une influence. Alors, c'est vrai qu'il y a des intellectuels qui ont de l'influence, et après tout, pourquoi pas? Moi, ça ne me gêne en rien. Pour ma part, s'agissant de politique, j'aime mieux rester sur une certaine réserve. Ça m'arrive de m'exprimer, mais le travail d'un philosophe, c'est de faire de la philosophie. C'est pas de dire pour qui voter, c'est pas de critiquer tel ou tel gouvernement. Voilà, et donc, personnellement, je préfère être jugé sur mes livres que sur tel ou tel prise voilà, de c'est ce que je disais. politique. Vous êtes un sage. Alors, vous allez être soumis maintenant à la question par Eliette Abécassis. Écoutez ça. Donc, dans votre livre « Ces choses tendres que la vie », vous faites votre autobiographie intellectuelle et vous racontez votre vie et finalement comment, l'origine de votre vocation philosophique. Vous parlez des problèmes existentiels de votre mère qui vous a beaucoup marqué et vous racontez finalement à travers votre itinéraire philosophique votre vision aussi de l'engagement philosophique. Alors, il y a ce passage à Normal Sup où vous étiez extrêmement engagé, à gauche. Et aujourd'hui... Enfin, très à gauche, Parti communiste, presque empire. Vous étiez l'élève d'Althusser. Bah ouais. Et aujourd'hui, donc, vous critiquez les intellectuels médiatiques et en prenant une distance par rapport à l'engagement. Alors, c'est l'itinéraire de toute une génération, mais vous, dont la pensée, le fil rouge de votre pensée, c'est la philosophie morale, c'est le questionnement éthique, les vertus, les valeurs. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, c'est une véritable trahison que de ne pas s'engager? Aujourd'hui, où on voit un retour de la religion, du fanatisme sous la pire forme qui soit, vous qui êtes matérialiste et athée, est-ce que vous n'avez pas un devoir, je dirais, mais vital, de prendre position? Là, on a reconnu la méchante Eliette Abécassis. Hein. C'est-à-dire, en fait, est-ce que vous êtes lâche ou pas André Comte-Sponde, J'ai pris position. D'abord, j'étais à la manifestation du 11 janvier. J'ai écrit un article dans Libération qui s'appelait « Écrasons l'infâme » au lendemain des attentats de Charlie Hebdo. Et surtout, il y a un chapitre dans mon livre sur le choc des civilisations où il y a une critique très, très explicite, évidemment, de l'islamisme et du fanatisme. Simplement, ça, c'est un travail de philosophe. Je ne critique pas les intellectuels médiatiques. Je n'ai pas envie, moi, de jouer ce rôle-là, le rôle du polémiste, le rôle de celui qui intervient perpétuellement dans le champ politique. Mais ils ont le droit de le faire, simplement, ça n'est pas ma tasse de thé. Voilà, moi, j'aime mieux faire de la philosophie, mais ça ne m'empêche pas de prendre parti, évidemment, par exemple, contre le fanatisme. Encore une fois, je l'ai fait à la fois dans la presse, dans Libération, et plus profondément dans ce livre aussi. Parce que si les intellectuels laissent, je dirais, juste les politiques ou d'autres s'exprimer et ne viennent pas investir le champ du politique, effectivement, le champ
le débat public va être confisqué par des gens médiocres. Donc il y a un véritable... il n'y a plus de pouvoir intellectuel aujourd'hui. Les philosophes ne sont jamais médiocres. Et les politiques le sont toujours. Non, ils ne le sont pas toujours. Ils ne le sont pas toujours. Alors, moi, sur le fond, et je le dis très clairement dans mon livre, il faut faire de la politique. Et j'en fais autant qu'un autre et plus que certains. Est-ce que c'est une raison, au nom d'une compétence philosophique qui est la mienne, de prétendre trancher tous les problèmes, de dire ce qu'il faut pour faire reculer le chômage, qu'est-ce qu'il faut faire en Syrie, qu'est-ce qu'il faut faire sur la question des migrants? Là, ma compétence est celle de n'importe qui. Alors, j'ai mes opinions, je les exprime par un bulletin de vote, parfois dans la presse, j'écris très régulièrement dans le magazine Challenge, tous les mois, par exemple. Il n'en reste pas moins que ma vocation, ma passion, ma compétence, c'est de faire de la philosophie. Et que la philosophie, ça n'est pas signer un édito ou une pétition ou dire pour qui il faut voter. Non, mais en tant que matérialiste athée, aujourd'hui, vous avez quelque chose d'important à dire. Oui, mais j'ai écrit un livre sur l'athéisme qui explique pourquoi je ne crois pas en Dieu et qui est écrit intégralement pour dénoncer le fanatisme religieux. Mais j'aime mieux le faire dans un livre que multiplier des prises de position dans la presse pour dire des choses, au fond, qui sont assez banales. Le fait qu'on soit contre le fanatisme, sincèrement, c'est pas un scoop, c'est pas une rareté. Non, mais de déconstruire plutôt les présupposés. C'est comment fonder des valeurs à partir de l'athéisme. Des valeurs morales. Alors là, j'ai écrit plusieurs livres sur cette question-là. Vous parlez de mon travail en philosophie morale. J'ai écrit des centaines de pages, voire des milliers de pages, pour expliquer ce que pouvait être une morale sans Dieu, une morale laïque, quelle différence entre le relativisme et le nihilisme. Ça, ce sont des questions de fond. Sur le choc le prétendu choc des civilisations, je m'exprime en détail dans ce livre. Mais ça suppose qu'on prenne le temps. Le chapitre sur les civilisations, je crois, il fait 60 ou 70 pages. Je ne peux pas dire la même chose en 2 minutes à la télévision ou en 3 feuillets dans la presse écrite. Mais néanmoins, est-ce que votre devoir n'est pas de pousser le politique à l'acte, à l'action, un peu comme Bernard-Henri Lévy l'a fait sur la Libye, en partant de vos opinions et de vos convictions, d'être non seulement dans l'influence par des réflexions, mais dans l'exigence d'action du politique. Sinon, vous laissez les technos. Non, mais je le fais quand j'ai le sentiment d'être compétent. Par exemple, j'ai pris parti plusieurs fois, je me bats depuis 30 ans, pour qu'on légalise l'euthanasie et le suicide assisté. Parce que là, c'est un combat sur lequel je pense être compétent. Raté pour l'instant, raté pour l'instant, mais on ne gagne pas toujours. Inversement, sur la Libye, moi, je n'ai pas condamné Bernard-Henri Lévy de prendre position là-dessus, mais je me suis bien gardé d'en faire autant parce que je ne me sentais aucune compétence. Et quand je vois les suites de l'intervention en Libye, je me félicite de ne pas avoir appelé à une guerre qui ne relevait pas de ma compétence et dont les effets me paraissent au moins discutables. André Comte-Spolini, ça montre quand même que les intellectuels ont un vrai pouvoir, l'histoire de Bernard-Henri Lévy. C'est-à-dire que là, bon, il a voulu sa guerre, il a eu sa guerre en Libye. Ils ont une influence, mais personnellement, prenons l'exemple de Sartre, qui est l'exemple emblématique. Tout le monde évoque Sartre sur son tonneau à Renaud-Billancourt. Moi, je préfère l'être et le néant. Et reconnaissons que la gloire de Sartre doit davantage à l'être et le néant. Enfin, c'est sa gloire, c'était pas neutre. Et ça, c'est vous sa gloire. évoquez BHL, bon, j'ai moi, rien je préfère la version originale d'Heidegger. Ce n'est pas ce que j'ai envie de faire. Et c'est tout le problème, c'est qu'on interroge toujours les philosophes sur des questions politiques, sociétales, plutôt que sur leur travail de philosophe. Nul n'est tenu d'aimer la philosophie, mais moi, ma passion et ma compétence, c'est la philosophie. C'est sur mes livres que j'ai envie d'être jugé et pas sur mes prises de position politique qu'il m'arrive d'exprimer publiquement. Mais ça n'est pas l'essentiel de mon métier. Mais c'est vos livres pour avoir un point d'influence dans la société, pour les exprimer. Vos idées, vous souhaitez les faire véhiculer, les faire partager, même les voilà. Donc vous souhaitez convaincre. Et pourquoi essayer de convaincre le politique au final, dont vous dites qu'il a le pouvoir? Si les politiques avaient lu mon livre, le capitalisme est-il moral? Je pense qu'ils auraient une vision plus lucide de l'état de notre société. Mais s'ils ne lisent pas mon livre, je ne peux pas résumer en 2 minutes à la télévision une analyse qui demande 150 pages. Je ne demande pas mieux qu'être lu par les politiques. Quand ils m'invitent à leur colloque, j'accepte presque toujours, pour la gauche comme pour la droite, parce que je suis un intellectuel citoyen. Je ne suis pas un intellectuel engagé qui se soumettrait à une cause déjà constituée par ailleurs. Je suis un intellectuel citoyen qui participe au débat public dans les limites de ses compétences. Or, ces limites, elles sont strictes en matière géopolitique, en matière stratégique. Je ne m'en connais aucune compétence. Et comme il s'agit de la vie et de la mort de nos soldats, je me garde bien de prendre position parce que je ne me sens pas responsable, pas compétent sur ces questions-là. S'agissant de l'euthanasie ou du capitalisme, j'ai dit très clairement ce que j'en pensais. Encore faut-il que les politiques prennent le temps de me lire. Or, vous savez très bien que
les politiques ils n'ont pas le temps. Peu non, mais et très peu les philosophes. J'ai l'impression que vous parlez de choses très très différentes. Il y a le temps de la philosophie, de l'élaboration philosophique, le temps de l'écriture d'un livre qui est évidemment du temps long, et puis la réactivité permanente à une actualité qui ne cesse de se transformer, où là évidemment le philosophe a peu de place, parce que par définition le philosophe ne travaille pas sur le temps court. Mais donc là de toute façon ça ne peut pas se rencontrer. Le vrai problème, mais sur lequel la philosophie et les philosophes devraient s'interroger, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a plus d'espace qu'il soit ni dans le temps court ni dans le temps long, c'est-à-dire retrouver une forme d'agora où la pensée est une forme d'efficience, où la pensée soit à nouveau rehaussée, soit à nouveau entendue. C'est-à-dire que là, lorsque vous parlez je ne vous attaque pas du tout, parce que j'entends très bien que, évidemment, vous n'allez pas expliquer en 2 temps 3 mouvements sur une émission de télé qu'est-ce que vous pensez. Enfin, en revanche, lorsque vous parlez d'expertise, vous n'avez pas l'expertise, etc., moi, je pense que, évidemment, que le philosophe n'a pas vocation à devenir un expert, parce que ça serait une rétrogradation tragique. Mais en revanche, le philosophe doit dépasser la problématique de l'expertise, non pas dans le fait qu'il saurait tout, mais dans le fait de dire il faut cesser avec l'expertise, parce que l'expertise n'a pas le dernier mot sur les choses. L'expertise n'est pas un jugement. Mais je le l'expertise est juste un discours technique sur quelque chose, et en plus, la plupart du temps, très illégitimement soutenu. Oui, et donc le philosophe est là pour remettre une voix. Qu'est-ce que vous prenez? Non, parce que c'est pas vous en tant que tel. Je veux dire, continuons, c'est un pleutre, c'est un lâche. Non, pas du tout, parce que je trouve passionnant votre livre. Un mot là-dessus. Moi, je le fais, mais de préférence dans la presse écrite plutôt qu'à la télévision. Si on prend l'exemple Finkielkraut, Onfray, Régis Debray, et j'ai de l'estime et de la sympathie pour les trois. Mais moi, je dis pas qu'il faille faire ça. On ne parle de pratiquement que pour leur prise de position à la radio ou à la télé. C'est quand même un rôle d'exercice. Pas de pas parler. Attendez, à l'inverse, j'écris tous les mois dans Challenge sur l'actualité. J'écris tous les 2 mois dans Le Monde des religions, qui est un bimestriel, et à chaque fois, je m'exprime, y compris sur les questions de l'heure. Mais l'avantage, quand on écrit régulièrement, c'est que ce qu'on n'a pas dit dans un article, on le dira le mois d'après. Mais vous devez aller engager avec les lecteurs un débat de fond. Je me méfie davantage des interventions à la télé ou à la radio, où on n'aura jamais le temps d'aller au fond des choses. La parole à Géraldine Mühlmann. Enfin, c'est quand même incroyable ce procès en non-engagement ou insuffisant engagement que vous faites à ce pauvre... Mais c'est parce qu'on veut qu'il fasse plus. André Comte-Sponville. On ne parle pas de la même chose du tout. Aucun d'entre nous, là. Je vais juste dire que je pense que la question de l'engagement est une question très profonde et très compliquée. Elle n'est en rien réservée aux intellectuels. Et les philosophes n'ont pas à rendre plus de compte sur leur prudence ou leurs envies de se retirer par moment. Oui, l'excuse de l'incompétence... Donc déjà, on arrête ça tout de suite. L'excuse de l'incompétence est friable. Non, mais par ailleurs... Incompétence partielle. Parce que il préférait des gens qui se sentent compétents toute la journée. Non, mais si on parcellise, dans un monde extrêmement technique, il y a des experts en tout, et on est tous incompétents dans 99% des domaines. Donc c'est se retirer du monde, pour dépasser ça. Pour critiquer ça. Et oui. Non, mais pour donner des directions, directions. il est là pour faire de la philosophie. D'abord, justement. Non, il faut aussi qu'il donne des directions. Surtout un philosophe moral. Bah oui. Non, pas des directions, mais il est obligé de se coltiner avec son temps. Mais sinon, qui va les donner? Tout est politique. Il veut de la norme, tout le monde veut de la norme. Vous voyez, c'est la nouvelle demande. Le philosophe n'a pas le choix de l'agora. Platon, c'était oral, donc on parlait lui, en marchant. Pas ça du tout, les livres ont eu leur temps. Aujourd'hui, l'agora, ce sont ces médias audiovisuels aux contraintes terribles. Vous devez d'y aller. Sinon, vous fuyez l'agora. Que je sache, j'ai le droit de préférer la presse écrite et d'écrire tous les mois dans le même journal. Je ne peux pas vous en blâmer. Que dans 10 journaux. Mais vous devez aller je pense au contraire de vous, Christian Barbier, que la presse télévisuelle et radiophonique n'est pas du tout le jeu de l'agora. Je crois que précisément, c'est là où la réflexion du philosophe doit se. Je pense que c'était le moyen terme dont vous parliez tout à l'heure. C'est là qu'est le peuple. Chacun son tour. Non, mais un exemple révélateur. Dans mon dernier livre, il y a 10 chapitres, dont un seul, mais un quand même sur la politique, un autre sur la question des civilisations. Quand on m'invite à la radio, la télévision, on ne me parle que de politique. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, en gros, la question tourne autour de la politique. Alors, la politique est une chose très importante. J'ai 1000 fois condamné l'apolitisme, L''. Il faut faire de la politique. Mais de là à réduire le travail d'un philosophe à la défense de ses opinions politiques, qui ne sont que des opinions. Mais c'est pas de la philosophie, parce qu'encore une fois, L'être et le néant, c'est un livre génial. Les opinions politiques, ça dépend pour c'est qui. des opinions qui ne valent pas mieux que celles de n'importe qui. Voilà. Et donc, j'ai mes opinions comme tout le monde. Il se trouve que j'ai aussi une philosophie
philosophie. Je préfère travailler ma philosophie plutôt qu'accabler les téléspectateurs de mes opinions. Mais c'est pas seulement de la politique. Vous le dites, vous avez découvert la philosophie en cherchant le sens de la vie quand vous étiez enfant. Et le philosophe, aujourd'hui, doit aussi nous donner cela, le sens de la vie. Il écrit des D'abord, livres, je ne pense pas que la vie ait un sens. Donc, c'est un premier point. Et je pense que ce n'est pas la bonne question. La bonne question, c'est de savoir si la vie vaut la peine d'être vécue. Oui. Ma réponse, c'est oui. Ah mais oui, pas, quand même, ouais. Mais pas parce qu'elle a du sens. Pas parce qu'elle a du sens. C'est à nous de lui donner Alors du sens. pourquoi ? Vous savez, un jour, quelqu'un demandait à Paul Valéry, le poète, pourquoi il n'écrivait pas de roman. Paul Valéry a répondu « Je n'écris pas de roman parce que je m'interdis d'écrire une phrase comme « La marquise sortit à 5 heures ». Cette phrase-là, elle a du sens. Eh bien, si ma vie avait autant de sens que la marquise sortit à 5 heures, je serais bien avancé. Cette phrase a du sens, elle n'a pas de valeur. Elle n'est pas belle, elle n'est pas forte, elle ne mérite pas la peine d'être écrite. La question n'est pas de savoir si la vie a du sens. Que pourrait-elle vouloir dire ? La vie n'est pas un récit. La question est de savoir si la vie a de la valeur, si elle vaut la peine d'être vécue. Ma réponse est oui. Et là-dessus, j'ai écrit à peu près 25 livres, si vous voulez. Dans ces 25 livres, il y en a 2 ou 3 où il est question longuement de politique. Mais ça n'est pas pour moi l'essentiel. De même que la morale n'est pas le tout de mon travail. Pour tout vous dire, la métaphysique m'intéresse au moins autant. La spiritualité m'intéresse plutôt davantage. Mais comme j'appartiens à une génération qui avait prétendu évacuer la morale, je me suis battu, mais il y a fort longtemps, pour réhabiliter philosophiquement la morale. Ce travail, maintenant, pour moi, est fait. Je me bats davantage maintenant pour réhabiliter la politique. Parce que le paradoxe, c'est que je passe mon temps à expliquer aux gens qu'il faut arrêter de taper sur nos politiques. Parce qu'il est urgent de réhabiliter la politique et on n'y parviendra pas en crachant perpétuellement sur ceux qui la font. Et ce que je reproche à certains des intellectuels polémistes, c'est justement d'avoir ce rejet, ce mépris trop facile pour les politiques. Allez, un nom, 2 noms. Non, mais Debré, Finkielkraut, Onfray, encore une fois, ils ont du talent tous les 3. Mais à force de cracher sur les politiques, on dévalorise l'idée même de démocratie. Il faut rappeler qu'en démocratie, on a en gros les hommes politiques qu'on mérite. On ne fera pas croire que la France est un pays de 60 millions de grands esprits gouvernés par un carteron de lâches et d'imbéciles. Ça n'est pas vrai, ça n'est pas vraisemblable. Et donc, réhabilitons la politique, oui, et encore une fois, je ne cesse de le faire, et dans mes livres, et dans plusieurs de mes articles. Il n'en reste pas moins que si tout est politique, la politique n'est pas tout, et que ce n'est pas dans ce domaine-là que je me sens le plus compétent. La philosophie m'intéresse davantage, y compris la philosophie politique. Mais alors, la philosophie politique, messieurs, il est difficile d'en faire à la radio ou à la télévision. Mesdames, messieurs, nous sommes donc à Waterloo et Napoléon Comte-Sponville est à la peine. Je vais demander à Grouchy, c'est-à-dire en fait à Géraldine Mühlmann, de venir à sa rescousse. Alors, je pense que c'est sur un autre terrain que j'aimerais savoir si vous avez des combats. Parce que le philosophe, il peut avoir des combats. Et là, je vous soutiens pleinement. On n'est pas obligé d'aller dans l'arène politique telle qu'elle est ou même d'en construire une autre. Vous pouvez avoir vos combats. C'est ce que j'appellerais la dimension critique de la philosophie. Vous vous référez beaucoup aux épicuriens. Les épicuriens antiques dénonçaient ce qu'ils appelaient les simulacres. Alors, bon, je vais simplifier. Les illusions, c'est pas tout à fait pareil. Mais enfin, les simulacres, c'était des pensées fausses et qui brassaient du vide, mais qui étaient très présentes en leur temps. Et finalement, la question, enfin, certaines formes d'idées de Dieu qui font souffrir les hommes, disaient les épicuriens, il faut les combattre et les combattre philosophiquement. Donc, puisque vous vous réclamez de ce pan-là de la philosophie, je voudrais savoir quels sont les simulacres aujourd'hui que vous combattez. Alors d'abord, les épicuriens ne condamnaient pas les simulacres. Non, il les dénonçait, les décryptait. Moi, je mène des combats. J'évoquais l'euthanasie tout à l'heure. Mon combat politique, disons-le clairement, c'est celui d'un libéral de gauche. Autrement dit, je me bats contre une gauche archaïque qui n'a pas pris en compte la mondialisation et ce qu'elle change à la situation. Je me bats, comme depuis 40 ans, contre la droite. Bref, mon combat politique, celui d'un libéral de gauche, c'est de soutenir le gouvernement actuel. Je fais partie des rares qui le soutiennent encore. C'est vous, alors. Mais ça, c'est mon combat de citoyen, c'est mes opinions politiques. Elles n'ont pas plus d'intérêt ni d'importance que les opinions de n'importe qui. Justement, je vous demandais si philosophiquement, il y a des grands concepts, des écoles, des thèmes que vous combattez fortement. Je me bats contre 2 fronts. D'un côté, le dogmatisme, y compris dans sa version fanatique. Oui. De l'autre côté, le nihilisme. Et mon idée, c'est que le pire que nous puissions craindre, c'est que nous n'ayons rien d'autre à opposer au fanatisme des uns
que le nihilisme des autres. Parce que là, nous sommes foutus. Et ce que je pense sous le concept de relativisme, et là encore, il faudrait du temps pour en parler, c'est quelque chose qui permet d'échapper à cette alternative. Ceux qui prétendent posséder en propre l'absolu, les fanatiques, et ceux qui prétendent que tout se vaut et donc que rien ne vaut. Eh bien, ce combat pour une ligne relativiste en philosophie, mais aussi en politique, il faut du temps pour l'expliquer et il est plus facile de le faire dans des livres, là encore, que sur des plateaux de télévision. Alors, André Comte-Sponville, si je peux résumer, donc, il n'y a pas de pouvoir intellectuel en France. La réponse à des influences qui sont multiples et contradictoires. Voilà, c'est ça. Mais peut-être que l'influence, c'est le mode moderne de gestion du pouvoir, puisqu'il n'y a plus de pouvoir vertical et que tout est un jeu d'influence. La France n'a plus de pouvoir en Europe, mais elle a beaucoup d'influence. Les intellectuels n'ont plus de pouvoir, mais ils ont de l'influence. On est passé dans un monde horizontal où, comme ça, les blocs tectoniques avancent comme ils peuvent, comme une banquise qui se défait. Bon, vous avez la parole. Pour réformer un pays, on a besoin de pouvoir. Et c'est pourquoi, encore une fois, il faut arrêter de cracher sur nos politiques en général et sur ceux qui sont au gouvernement en particulier. L'influence, c'est l'orpheline du pouvoir.